Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de Droit de réponse, votre émission de débat et de décryptage des principaux sujets parus dans la presse en semaine. Vous l'imaginez, un peu plus d'une semaine après, la catastrophe ferroviaire des Écarts reste le sujet phare de cette édition de Droit de réponse, d'autant plus qu'il est longuement revenu dans la presse cette semaine. D'abord parce que la catastrophe a eu lieu un vendredi, normal donc dès lundi, la presse soit revenue sur ce drame, mais aussi et surtout parce que depuis le vendredi 21 octobre, beaucoup de choses ont été dites et faites. On peut citer entre autres le deuil national décrété lundi dernier par le chef de l'État, la commission d'enquête dont les membres ont été désignés mardi et peut-être les différentes réactions dans la presse, la sortie de la société civile, des partis politiques de l'opposition et autres leaders d'opinion qui se sont exprimés sur ce drame. Nous reparlerons donc ce dimanche de ce drame de vendredi 21 octobre dans cette édition. 2 points précisément retiendront notre attention particulièrement. D'abord, la question des commissions d'enquête qui fusent de toutes parts et aussi les questions liées aux indemnisations et dédommagements des victimes. Et avant de refermer l'émission de ce jour, nous dirons quelques mots sur la visite de travail du président tchadien Idriss Déby Itno qui vient d'effectuer une visite de 48 heures au Cameroun. Et puis, avant de fermer cette édition complètement, nous arrêterons sur le retrait en cascade des pays africains de la CPI. Voilà donc le menu droit de réponse de cette édition de dimanche. Mais avant, vous le savez, c'est de tradition, un tour de revue de presse pour savoir comment est-ce que la presse a traité des sujets retenus cette semaine. Bonjour à vous, Flavien. Bonjour Albertine et bon dimanche. Alors on revient sur la catastrophe ferroviaire de vendredi dernier, mais on parlera également de cette visite du président tchadien au Cameroun. Alors, sur l'accident ferroviaire, la presse n'a pas encore terminé, en tout cas, avec tout ce qui est fait, tout ce qui est dit. D'ailleurs, cette semaine encore, la Nouvelle Expression a refait le film d'une folle journée, en passant notamment le quotidien du Carrefour Bonacoma à Douala rappelle que c'est la catastrophe routière qui a causé donc une catastrophe ferroviaire. Dans leur démarche, les reporters du quotidien sont allés donc rencontrer certains experts, notamment un mécanicien de Camrail, qui a expliqué comment l'accident du train est donc survenu. Pour lui, pour le reporter de la Nouvelle Expression, et selon notamment le journal, c'est le système de freinage du train 152 qui était donc défaillant. La surcharge à cause notamment de ce qu'on appelle dans le jargon ferroviaire les trépidations. De façon simple, les wagons ont donné donc la sensation de galoper un peu, d'où la perte de contrôle du conducteur. La Nouvelle Expression fait savoir que pour calmer notamment les nerfs des populations, Paul Biya a décrété le deuil national le 24 octobre dernier. Donc pour lui, donc, honorer les victimes de l'accident ferroviaire des Écarts. Seulement, la Nouvelle Expression fait constater que celui qui a décrété le deuil national était lui-même absent aux cérémonies religieuses. Le rédacteur de l'article a simplement expliqué qu'il a préféré pleurer les morts en cachette dans les secrets du palais des Toudi. Entre-temps, la Nouvelle Expression ajoute que pendant qu'on commémorait les morts, les familles discutaient un corps à l'hôpital central de Yaoundé. Le journal souligne que le corps en question avait bien sûr les mêmes traits de ressemblance évoqués par les deux familles. Alors que tout cela se déroulait, le messager s'est rendu compte que pendant la journée du deuil national, plusieurs regroupements ont donc été dispersés par les forces de sécurité comme pour interdire aux Camerounais de pleurer leurs frères. Albert Zongan, par ailleurs homme politique qui n'a pas supporté ce geste, estime que certains ministres impliqués dans cette affaire sont arrogants et doivent d'ailleurs, selon lui, démissionner parce que responsables du désastre que vient de connaître le Cameroun, le pays tout entier. Le même journal qui fait donc le rappel des tragédies qui ont d'ailleurs secoué le Cameroun en citant par exemple Mbanga Pongo, Sam, le Lagnos. Et bien sûr, tout cela, avec notamment le cas des Écarts, précise que le règne actuel qui ne satisfait plus des Camerounais est donc saupoudré d'un phénomène appelé impunité. Le journal La Météo a d'ailleurs rencontré le sous-préfet de Matom. Pour lui, le coupable de toutes les catastrophes du vendredi 21 octobre 2016, c'est le ministre des Travaux publics qui n'a pas pris les dispositions pour changer notamment des bus en mauvais état sur l'axe Douala-Yaoundé au lendemain des rapports proposés par d'abord lui qui a d'ailleurs initié les lettres, les courriers adressés au ministre et bien entendu les experts du ministère qui ont également présenté la situation faisant état du mauvais état donc de ces bus. À la suite de la catastrophe des Écarts, le président de la République a créé une commission d'enquête composée uniquement des membres du gouvernement et conduite donc par Philemon Yang pour établir les
responsabilités du drame des écarts. La nouvelle expression qui relève d'ailleurs cet aspect souligne que la société civile redoute la crédibilité même des membres du gouvernement qui constituent cette commission. Et du coup, plusieurs autres commissions ont été créées, la société civile en premier, les hommes politiques et même les journalistes membres du syndicat national, c'est-à-dire le SNJC, qui rappellent par ailleurs qu'il faut garder le sang-froid sans parti pris, car ils sont regardés à travers le monde entier et qui attendent d'ailleurs le résultat de cette enquête et à lire dans le journal. Alors, le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune ne polémique pas. Le journal rappelle simplement que les Camerounais doivent faire confiance aux membres du gouvernement qui constituent la commission créée par le chef de l'État. Pour cette équipe dirigée par Philemon Yang, 30 jours vont suffire pour rendre public le résultat de l'enquête. Voilà pour ce qui est du premier sujet de cette édition de Droit de réponse. Et bien sûr, cette semaine encore, on a parlé bien sûr d'une autre information, ce qui a attiré l'attention des journalistes, c'est l'arrivée au Cameroun du président tchadien Idriss Déby, Europe Plus, qui semblait déjà lire dans la boule de cristal, spéculait sur les motifs de la visite du président du Tchad et qui, selon notamment le journal, parlait notamment de la question du chemin de fer Ngaoundéré-Kousseri, les dossiers de l'Union africaine et bien sûr le renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays qui devrait donc constituer le menu des travaux entre Idriss Déby et Paul Biya. Le même journal reconnaît que tout cela n'était que des commentaires alors que le cabinet civil de la présidence de la République n'avait pas décliné même les vraies raisons de la visite du président Idriss Déby au Cameroun. Albertine, donc en plus des deux premiers sujets traités par la presse, les journaux ont aussi parler de la CPI, la Cour pénale internationale, qui se vide progressivement de ses membres, notamment les Africains. Certains États africains ont préféré quitter cette institution à cause notamment de la dictature et bien sûr de la justice à tête chercheuse qui l'entoure. Bon débat et à dimanche prochain. Merci Flavien Ndongo pour ces précisions et bon dimanche à vous. Alors, mesdames, messieurs, nous allons revenir permettre de découvrir le panel qui nous accompagne ce dimanche. Vous le savez, depuis dimanche dernier, nos émissions sont quelque peu spéciales. C'était d'ailleurs une émission spéciale dimanche dernier. Ce ne sera pas une émission spéciale ce jour, mais reste que notre panel va changer tout au long de cette édition. Et pour cette première configuration, nous avons avec nous sur ce plateau Monsieur Edmond Kambia, qui est notre consultant. Bonjour et bon dimanche à vous, Edmond. Bonjour Albertine, je dis bonjour également à tous les copanélistes. Je dis surtout bonjour également à tous ceux qui nous regardent en ce moment, tous les téléspectateurs au Cameroun, en Afrique et à travers le monde. Pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes journaliste en service à la Nouvelle Expression et vous êtes le consultant de droit de réponse. Vous êtes avec nous tous les dimanches. Maître Charles Tchungon est avec nous. Bonjour maître et bienvenue sur le plateau. Bonjour Albertine et bonjour à vos téléspectateurs. Avocat au barreau du Cameroun et ancien bâtonnier, pour ceux qui ne le savent pas également. Merci. Merci à vous également d'être avec nous, Jean-Robert Wafo, et bienvenue sur notre plateau. C'est moi. Alors, vous êtes conseiller municipal à Douala 2e, vous êtes ministre du char de cabinet du SIF en charge de l'information et des médias. Je suis adjoint au maire à la commune. Adjoint au maire à la commune de Douala 3e, exactement, à la commune de Douala 2e. Alors, nous avons également un expert avec nous pour cette première partie de notre émission, Thomas Tonke, bienvenue sur notre plateau. Merci de m'avoir invité, merci de m'avoir convié à ce plateau. Alors vous êtes... Je voudrais tout simplement dire, vous avez dit expert, si l'expertise tient du fait qu'on a peut-être roulé sa bosse, on a de l'expérience, alors je suis un expert, je le dis, oui, tout comme des centaines ou des milliers d'autres Camerounais qui ont donné de leur vie, de leur sang, de leur pouvoir de travail au chemin de fer camerounais. Je crois que c'est cela la définition d'expert. Vous êtes donc quelqu'un qui a roulé sa bosse dans les domaines des questions ferroviaires. Oui. Vous apportez des précisions sur ce domaine-là. On va donc commencer avec notre traditionnelle question, puisqu'on revient à une émission ordinaire ce dimanche. Edmond Kambia, on le disait tout à l'heure, une semaine après, la presse est revenue naturellement peut-être sur la question du vendredi 21 octobre, ce triste vendredi au Cameroun, avec une presse qui est restée, nous allons le dire, courroucée, peut-être très remontée par ces événements. Alors, est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui, de manière globale, pourquoi est-ce que la presse est restée si acerbe une semaine après? Oui, plusieurs raisons peuvent expliquer l'attitude de la presse. D'abord, par le caractère tragique de l'événement qui est survenu le 21 octobre 2016, mais ensuite, la manière dont les Camerounais ont géré le deuil national. Les Camerounais s'attendaient, en tout cas, ce que la presse a constaté, c'est que le chef de l'État était présent au Cameroun, à Yaoundé, mais on ne l'a pas vu sur le terrain, ni à Ezeka,
encore moins pendant, n'est-ce pas, le culte œcuménique qui a été célébré ici et là, à travers le pays. Et il y a eu également une messe à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. On n'a pas vu le chef de l'État. C'est vrai qu'il y avait des membres du gouvernement, mais on s'attendait à ce que le chef de l'État puisse être présent. Oui, cela fait partie, n'est-ce pas, des manquements qui comptent. Ce sont des petits détails, mais ça compte dans l'analyse, dans la compréhension au niveau politique comme au niveau social. Vous savez que ceux qui ont organisé les premiers secours, les riverains, les populations des États, notamment les Benskinners, se plaignent de ce qu'il n'y ait pas eu une reconnaissance particulière. Ils ne demandent pas de l'argent, ils demandent une reconnaissance morale. Qu'on les cite, qu'on dise qu'ils ont effectivement fait œuvre utile en portant assistance, n'est-ce pas, à tous ces passagers blessés et décédés pour la plupart. Et toujours à EDEA, on s'est rendu compte, on s'est rendu compte que, et la presse l'a souligné, qu'aucun membre du gouvernement n'était présent pendant la cérémonie, n'est-ce pas, du deuil national. Il y a eu également un service œcuménique au cours duquel on a vu un pasteur, un imam et l'évêque, n'est-ce pas, de la localité, mais il n'y avait aucun membre du gouvernement. Alors, tous ces manquements en série montrent à souhait qu'il y a un problème réel. Est-ce que le fait d'annoncer ce deuil national était là, est-ce que ça a été fait de bon cœur? On peut s'interroger. Quand on voit l'attitude du gouvernement vis-à-vis n'est-ce pas, des Camerounais, vis-à-vis des blessés, des victimes, dans un jour comme celui-là. Donc pour vous, l'attitude du gouvernement est pour beaucoup à motiver peut-être la presse à rester très remontée, très courroucée dans ses articles cette semaine. Effectivement, puisque la presse, en fait, se fait le relais des populations, le relais des sans-voix. Maître Charles Tchungampus, on parle de ce deuil national. Qu'en pensez-vous ce lundi? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Et est-ce que vous pensez, par exemple, que c'était nécessaire un déplacement du chef de l'État pour Ezeka ou des membres du gouvernement? Écoutez, je voudrais avoir une pensée pour tous ceux qui ont souffert de cette catastrophe. Mais notez que depuis le début de cette affaire, tout est dans l'émotion. Le Cameroun vit dans l'émotion. Le chef de l'État n'est pas là, la commission n'était pas là, les hélicoptères n'ont pas transporté, il n'y a pas eu de médecins. Je crois que les Camerounais se réveillent ce vendredi en découvrant des choses évidentes. Nous découvrons que nous sommes dans l'improvisation permanente. Une petite buse, parce que c'est une toute petite buse, se casse sur la route de la Yaoundé et l'on découvre que tout un pays peut être paralysé. Tout simplement parce qu'il y a une buse qui s'est cassée sur la route de la Yaoundé. Moi je me souviens, j'étais à Yaoundé. Il y avait 17 kilomètres entre le lieu où nous étions et le lieu où la bus s'est cassée. 17 kilomètres de bouchons sur la route quand nous rentrions, n'est-ce pas, sur Douala. Lorsque les gens sont rués vers la gare pour essayer de rattraper les retards impossibles, tout le monde découvre que lorsque la route de la Yaoundé est coupée, il n'y a plus que le train. Donc, nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la loi des séries. Nous partons d'une route qui est cassée vers un chemin de fer qui n'est pas nécessairement très bien entretenu et qui entraîne cette catastrophe. Vous n'aurez pas oublié que derrière, nous avons le président de la Croix-Rouge qui décède et en même temps le gouverneur du centre qui part. Il y a comme une loi des séries, il y a comme, n'est-ce pas, la découverte par le Cameroun, que nous avons oublié d'être des Camerounais, que nous vivons chez nous un peu comme si nous étions tous prisonniers dans nos provinces. Nous avons oublié les infrastructures dans notre pays. Il n'y a pas de réseau routier entre, n'est-ce pas, les capitales provinciales de notre pays. J'écoutais l'autre jour sur TV Equinox que le reporter entre Yaoundé et Baganté avait compté 830 nids de poules, n'est-ce pas, entre ces deux villes. Alors, de quoi s'agit-il? Nous avons investi d'énormes sommes d'argent dans des grands projets. Memvele, Lompanga, Port-à-Nord profond de Kribi. Mais vous aurez noté que parmi ces lieux d'investissement, nous avons toujours oublié quelque chose, la route. Quand on fait à nos profonds de Kribi, on dit on investit dans Balam, la mine de fer. Où est le chemin de fer? Il n'y en a pas. Entre Memvele et les capitales, il n'y en a pas. Entre Kribi et Douala, il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin de fer. On fait donc comment pour faire circuler ces biens et ces marchandises? Je pense que l'improvisation à laquelle nous assistons et à laquelle nous avons assisté dans le cas de cette catastrophe, c'est-à-dire l'absence de secours préparés. On n'improvise pas les secours. On ne fait pas de réunion au moment où la catastrophe apparaît. Ça se prévoit.
La prévention, n'est-ce pas, doit être la règle en matière, comme en matière de transport, n'est-ce pas, aéroportuaire. Donc, par conséquent, nous sommes la victime de nos propres inconséquences. Et donc, pour vous, pour revenir à ma question, le déplacement du chef de l'État, ça, ce sont des détails. Pour moi, voyez-vous, le fait que le chef de l'État soit à Ezeka ou ne soit pas à Ezeka, c'est symbolique. Ça aurait renforcé certainement le moral des Camerounais, mais ça n'aurait pas réglé le problème des morts. Et la question que je voulais poser ici, pour faire peur un peu aux gens, qui a peur des morts? Pourquoi les Camerounais ont autant peur de dire qu'il y a eu 100 morts, 200 morts ou 300 morts? Nous reviendrons sur la question du bilan. Pourquoi veut-on absolument ne jamais dire la vérité aux Camerounais? Nous reviendrons. Alors, allez-y, Jean-Robert Wafo, juste en quelques mots sur cette journée de deuil national. Permettez-moi d'abord d'adresser mes condoléances aux familles durement éprouvées et de souhaiter également un prompt rétablissement aux victimes encore qui se trouvent dans les différents hôpitaux. Non, mais je pense pour ma part qu'on ne délègue pas la fonction présidentielle, on ne gouverne pas par procuration. Le président de la République, dans un pays normal, le président de la République aurait dû sacrifier au rituel les républicains d'assistance en période de drame, qui commandent en plus du message de condoléances contenu dans un discours à la nation, qui commande, n'est-ce pas, le recueillement sur le lieu du site, sur le lieu de la catastrophe, ainsi que, n'est-ce pas, une visite aux familles éplorées. Et cette visite peut se faire au cours, par exemple, d'un culte œcuménique où tout le monde est là, les familles sont donc invitées, le chef de l'État se lève pour aller adresser les condoléances. Ça n'a pas été fait. C'est très important pour vous. C'est symbolique, comme elle disait, c'est hautement symbolique. Le fait qu'un ministre aille sur le site, non. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on ne gouverne pas, je dis bien ceci, par procuration. Et surtout quand il y a des drames pareils, le président de la République doit être là. On a vu des chefs d'État en visite officielle, hors de leur pays. Écouter la visite officielle juste parce qu'il y a eu un drame dans leur pays, ils sont rentrés. Ce qui a été fait un peu voilà. par notre président. Je dis le même jour. Okay. Je dis le même jour, mais malheureusement, lui, il est venu, c'est 48 heures après. Bon, voilà. Voilà, il n'a pas pu satisfaire ça. Mettre par l'espoir des investissements. Mais écoutez, il faut savoir une chose. C'est-à-dire, nous naviguons, c'est-à-dire, le Cameroun est en pilotage automatique. Je vais vous dire une chose, Madame Bichaka. Dans le cadre du budget d'investissement public de l'exercice 2016, et dans le chapitre consacré au ministère des Travaux publics, en termes de route, de façon globale, il y a 294 milliards de francs CFA qui ont été alloués à ce programme. Et maintenant, en termes de maintenance des routes et autres infrastructures, c'est 83 milliards de francs. Dans ces 83 milliards de francs CFA, il est prévu la réhabilitation du tronçon Yaoundé-Douala, réparti en 2 lots. Ça, c'est ce que la représentation nationale a voté. Même comme le ministre des Travaux publics a saucissonné cela après. Parce que ce qui est contenu dans les documents qui ont été remis à la représentation nationale, c'était 2 lots. Maintenant, il dit que c'est 3 lots. Le lot numéro 1 partait de Yaoundé au pont de Ndoupé. C'est-à-dire 110 km, le montant, c'est-à-dire que Magnaï est contenu dans le lot numéro 1, 300 millions. Le lot numéro 2 de pont de Ndoupé au pont sur la Dibamba, 300 millions. Où est parti cet argent? Où est parti cet argent? J'ai l'habitude donc de dire que la nature est le dernier rempart, n'est-ce pas, de la malgouvernance, parce que s'il n'y avait pas eu cette catastrophe que je ne souhaite bien sûr pas, on n'aurait jamais su où est parti l'argent destiné à ces 2 lots. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a un problème systémique. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de leadership. Il n'y a pas de leadership légitime dans ce pays. Parce que si le président de la République au moins tenait régulièrement les conseils des ministres, parce que le Conseil des ministres, c'est la plus haute instance d'arbitrage des différents conflits. Si le président de la République, plutôt que d'aller passer ses séjours privés là-bas au bord du lac Léman, s'il partait dans les 10 chefs-lieux de région, dans les chefs-lieux des 10 régions du pays, il aurait pu quand même constater en passant que bon voilà la route, que le réseau routier est fortement dégradé. Merci Jean-Robert Wafo, nous reviendrons sur toutes ces questions. Je vous propose, on ne va pas refaire le film de ce vendredi 21, mais je le disais tout à l'heure, nous avons un expert, vous allez me permettre le terme, des questions ferroviaires avec nous sur ce plateau. Je voudrais qu'on entende un peu sa version sur ce qui aurait
ce qui s'est peut-être passé à Ezeka le 21 octobre dernier. Ce sera avec vous, Monsieur Tonke. Alors, vous avez votre idée. On a vu dans les réseaux sociaux ce communiqué de Camrail qui a parlé de peut-être cet excès de vitesse qui pourrait justifier le drame de ce vendredi. Vous avez, vous, votre avis sur la question et globalement sur la question de sécurité qui aurait peut-être permis que cet accident malheureusement survienne. Monsieur Tonke, votre avis sur la question de ce 21 octobre? Bien, mon avis personnel ne compte pas, je voudrais rectifier, mais je voudrais tout simplement rappeler les dispositions réglementaires de sécurité qu'on prend avant d'engager un train dans un canton. Un canton, c'est l'espace de voie qui sépare deux gares. Alors, je voudrais tout simplement dire que, en fait, cet incident qui est arrivé n'est pas le premier qui survient au même endroit, du moins à quelques kilomètres près. Je me souviens que dans les années 1982, je crois entre 95 et 98, mes souvenirs sont peu exacts. Je prends cette large fourchette pour éviter de me perdre. Un train de marchandises était déjà tombé à cet endroit et j'en parle parce que j'étais concerné, de manière sur le plan familial, et le conducteur et son aide étaient très proches de moi. Malheureusement, a été mort. Et ça, c'est assez soit dit en passant. Alors, dès que cet incident avait eu lieu, immédiatement, l'entreprise avait pris des dispositions pour renforcer la sécurité des circulations. C'est-à-dire quoi? Étant donné que la coupe en long, vous pouvez peut-être aller à Camrail ou au chemin de fer, il y a des archives, vous expliqueront. L'entreprise à l'époque, c'était la Régie Fercam. Bien, à la Régie Fercam, mais ces documents existent qu'au jour d'aujourd'hui. La coupe en long du chemin de fer ressort à cet endroit, du moins entre Makak et Ezeka, et plus fortement entre Milo Malumé et Ezeka, une très forte déclivité qui est de l'ordre de 10 à 15%, peut-être que je n'exagère pas. Et du coup, dès lors qu'un train, une machine ou un wagon ne peut plus freiner par ses propres moyens, il va en dérive. Alors, c'est ce qui était arrivé à ce train, ça c'est l'histoire. Et ça n'a fait que se répéter, on n'a pas failli là, j'écoute tout simplement, peut-être parce que c'était un train de marchandises, les pertes en vies humaines n'étaient pas considérées, il y avait un seul mort. Et les mesures de sécurité qu'on avait prises pour renforcer la sécurité de freinage, la force de freinage du train, c'était celle-ci. En gare de Makak, qui constitue un plateau, on avait institué des essais de frein de confirmation avant d'engager le train, du moins les trains pairs, enfin qui vont dans le sens Yaoundé-Douala, avant d'engager, n'est-ce pas, une circulation sur cette zone de voie particulièrement dangereuse. Tous les trains doivent s'arrêter, y compris les trains de voyageurs, pour refaire les essais de frein. Et je vais vous expliquer en quoi consistent les essais de frein. Rapidement, je vous en prie. Je vous en prie. Alors, maintenant, ces dispositions ayant donc été prises, les mesures de sécurité pour renforcer le freinage étant donc faites à Ezeka, à Makak, on avait modifié le calcul des poids freins en ce qui concerne les rames voyageurs. En d'autres termes, le poids frein de dérive nécessaire, qui est la force de freinage qui empêche un train de dériver, doit être supérieur ou égal à 80% de la force de freinage de toute la rame. Pour les non-initiés, qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez compliqué. Ça risque de prendre du temps. Non, rapidement, est-ce que vous pouvez faire en sorte que nous comprenions tous? Tout le monde n'est pas dans le domaine, donc ça risque d'être un peu opaque pour nous autres. Ça veut dire que, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? J'en arrive. Voilà. Et j'ai pris ce fait historique pour introduire, n'est-ce pas, la pratique sur le terrain. Quand on parle d'essai de frein, c'est quoi? Un train est formé d'une ou de deux locomotives avec un ou plusieurs wagons. Alors, pour s'assurer que ce train respecte les normes de sécurité, avec la capacité de s'arrêter en temps opportun et la capacité d'immobiliser sa rame lorsqu'il y a une sorte de dérive, c'est-à-dire qu'on est sur une pente, il y a ce qu'on appelle le calcul de poids frein. En fait, il consiste en quoi? Il y a des éléments qui entrent en compte. Le poids frein, c'est la force de freinage de chaque wagon est pris en compte. La taille du wagon, c'est-à-dire que le poids du wagon à vide est pris en compte. Le chargement du wagon est pris en compte. Il y a des calculs qui sont faits
Donc, pour vous, si ce train n'a pas pu s'arrêter, alors c'était quoi le problème quand vous prenez tous ces paramètres-là? Bien d'accord. Alors, il peut arriver qu'il y ait un facteur humain, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, est-ce que ces calculs ont été faits et alors bien faits à la gare départ? Là, c'est la grande question. Et bon, je ne voudrais pas entrer à les rumeurs, on dit qu'on a ajouté des wagons qui ne freinaient pas, il y a eu ci à ça, ben, ce n'est pas mon problème. Est-ce que ça a été fait? Et je voulais dire que tous les cheminots, du moins ceux qui ont en charge la sécurité des circulations, sont des hommes parfaitement formés. Ils ont une rigueur d'application de ce qu'ils ont reçu comme formation sur le terrain, de manière à ce que, n'est-ce pas, les catastrophes comme celles que nous avons vécues il y a presque une semaine ne puissent pas survenir. Bon, maintenant, il peut aussi arriver qu'en cours de route, pour des raisons qui ne dépendent pas de l'homme, n'est-ce pas, le matériel lâche. Bon, maintenant, ma grande question, je vous embête pas parce qu'il faut être, vous m'avez demandé d'être bref. Est-ce que ces dispositions de renforcement de sécurité de circulation existent encore à Makaka au jour d'aujourd'hui? Parce que j'ai ouï dire que les trains de voyageurs font une ligne directe, c'est-à-dire du parc de Douala à Yaoundé sans arrêt, et dans l'autre sens, c'est la même chose. Si le train ne s'arrête nulle part, je sous-entends que peut-être ce train ne s'était pas arrêté à Makaka pour qu'on vérifie, n'est-ce pas, la force de freinage de ce wagon avant de l'engager en ce canton. Bon, maintenant, si on parle d'une défaillance du système de freinage, ça peut arriver. C'est déjà arrivé. Maintenant, on parle d'excès de vitesse. Dites-moi sincèrement, lorsque une rame a perdu sa force, son autonomie de freinage, les scientifiques ou bien ceux qui ont fait les sciences parlent, n'est-ce pas, d'une sorte de chute libre sur un plan incliné. Plus la distance est longue, plus la vitesse est grande. Et une masse comme un wagon, en fait des wagons et une locomotive, écoutez, essayez de calculer la quantité de mouvement que ça déplace. Très bien. Donc pour vous, on ne peut pas parler d'excès de vitesse. Edmond Kamga, justement, plusieurs défaillances ont été, les commissions d'enquête, on en reparlera tout à l'heure, mais ont quand même été relevées dans la presse pour justifier peut-être cet accident du 21 octobre dernier. Mais est-ce que déjà, avec les éléments que nous avons en notre possession, on peut dire qu'il y a peut-être eu un problème de sécurité, justement, ces prescriptions dont il disait, on peut peut-être penser que ça n'a pas été suivi, c'est tout cela, puisque le train n'était pas censé s'arrêter à Makaka, par exemple. Le train ne s'arrête plus depuis un certain temps. On peut dire qu'il y a quand même quelques défaillances, au moins de ce côté-là. En attendant que la commission d'enquête, n'est-ce pas, qui a été désignée, décrétée par le chef de l'État, produise les résultats, je pense que on ne peut faire pour le moment que des spéculations et faire des hypothèses. Et tout ce que vient de développer notre copanéliste, l'expert, montre à souhait qu'il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Et parmi ces paramètres, il y a des mesures de sécurité qui sont prises normalement dans toutes les gares ferroviaires au départ du train. Et j'ai le sentiment qu'on saura beaucoup de choses par rapport aux mesures de sécurité qui sont prises. La question que le téléspectateur se pose, oui, et c'est de savoir, est-ce que cette catastrophe était-elle prévisible, oui ou non? Évitable. Non, mais bien sûr qu'elle était prévisible. La réponse est oui. Mais monsieur Batoni, les causes techniques maintenant, pourquoi est-ce que on n'a pas mis 100 passagers plutôt que 200? Ça, c'est des questions humaines. Tout à fait, tout à fait, notre problème aujourd'hui, c'est est-ce qu'au Cameroun, en 2016, est-ce qu'il était possible d'éviter cette catastrophe? Oui, la réponse est oui également. Est-ce qu'il était possible d'éviter que cette buse ne rompit? La réponse est oui. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi c'est arrivé? C'est la question de la responsabilité. Vous parlez de commission tout à l'heure. Les uns et les autres disent que c'est une commission gouvernementale. On va y revenir, maître. Je pense que c'est même une bonne chose. On va y revenir. Je pense que c'est même une bonne chose. On viendra sur ça. Parce que la réponse sera politique. Tout à fait. On y revient. Je pense qu'avec les informations que l'on a aujourd'hui, à travers les enquêtes journalistiques que les médias ont fait, on a le sentiment qu'effectivement, il y a eu des problèmes de sécurité au départ du train. Alors, vous permettez d'abord de remercier M. Tanque qui était là sur notre plateau pour faire cet éclairage. Merci à vous d'être venu ce dimanche. Alors, nous allons continuer. Vous voulez réagir, maître Jean-Robert Wafo, je voudrais. Je voulais dire que tout part de quoi? Tout part de l'affaissement de terrain au niveau de Maniaï. Parce que c'est à la suite de cet affaissement qu'une injonction gouvernementale est donnée à Camrail. Bon, c'est clair que c'est une mauvaise... Le ministre des Transports a confondu vitesse et précipitation. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Camrail n'était pas obligé
d'accéder à l'injonction du ministre des Transports. C'est comme si vous me donnez une voiture, vous me dites à la rue Fauchelas, rouler à 300 km/h. Est-ce que je suis obligé de le faire? Non. Bon, maintenant, le problème, Camrail, compte tenu de ce que rien ne vaut une vie humaine, et compte tenu de ce qu'il met, c'est-à-dire que les techniciens de Camrail avaient déjà prévenu l'entreprise que, attention, le système de freinage, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est des informations qui ne sont pas encore officielles. Mais je dis, ils l'ont dit, mais Camrail aurait dû s'assurer d'abord de la sécurité. Est-ce que l'injonction qui m'est donnée est possible? Ou alors mettre, par exemple, ces 2 locomotives. Mais quand on prend des voitures, qu'on a d'ailleurs ramassées, je ne sais pas, c'est en Chine là-bas, en fait, c'est les voitures qui manifestement dont on transporte tous les animaux domestiques. Là-bas, c'est en Chine, on vient donc, on essaie aussi d'aménager et tout. Non, soyons sérieux. Tout part de là. Et puis, Camrail a sa part de responsabilité. Le gouvernement également. Le gouvernement également a sa part de responsabilité. Pourquoi il ne contrôle pas l'exécution des différents projets contenus dans les budgets d'investissement public? Pourquoi? Je vais prendre un exemple simple. Je vais un peu faire... pour prendre un exemple simple. Est-ce que vous savez, dernièrement, il y a eu le scandale des patients victimes... des dialysés. Des dialysés. Est-ce que vous savez, Madame Bitiaka, que dans le cadre des concours financiers que l'État accorde aux établissements publics, l'hôpital général de Yaoundé est subventionné à hauteur de 1,4 milliard. L'hôpital général de Douala, 1,4 milliard. Il y a des centres d'hémodialyse dans d'autres chefs-lieux de région. Mais dites-moi un peu, comment peut-on... Nous avons observé donc le scandale hier. Il y a un centre d'hémodialyse à Bertois, à San Mélima, à Gaoundéré, à Garoua, à Bamenda. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Et le minimum qu'on a alloué pour ces centres d'hémodialyse, c'est de 200 millions, ça va être de 200 et 300 millions. Très bien. Où est passé cet argent? Donc c'est un problème de gouvernance. C'est-à-dire que nous sommes mal gouvernés et effectivement, notre argent, l'argent public est détourné. Maître Charles Tournon, vous étiez en train de le dire tout à l'heure, vous n'êtes pas du tout partisan de la thèse de la fatalité. Pour vous, cet accident pouvait être évité et peut-être même devait être évité. Mais absolument, madame. Voyez-vous, moi je ne suis pas un spécialiste de la route, mais mon métier, n'est-ce pas, m'oblige à me rapprocher parfois des dossiers qui concernent la manière dont les routes sont faites. Lorsque vous mettez, on nous parle d'une buse, c'est une buse métallique. Nous connaissons la durée moyenne de cette buse qui est d'une dizaine d'années. Je veux dire, lorsque vous faites un pont, la durée du pont est prévisible. Il y a des tests qui sont faits pour entretenir l'état de la route. Il y a des carottages, il y a des mécanismes d'entretien routier. La plupart de ces buses, on parle de 393 buses sur la route de Yaoundé, la plupart d'entre elles sont complètement obsolètes. Le ministre des Travaux publics l'a reconnu. Et nous savons que si on continue dans ce sens, dans quelques semaines, peut-être lors de la Coupe d'Afrique des Nations, d'autres bus vont rompre. Ça aurait pu être le bus de quelques athlètes, n'est-ce pas, allant à Limé pour un match. Donc, c'était prévisible. L'état des connaissances aujourd'hui permet de gérer cela. En ce qui concerne la catastrophe des écarts, c'était également prévisible. Rien n'obligeait, n'est-ce pas, l'opérateur économique de mettre tout le monde dans le même train. On aurait pu prévoir 3-4 trains dans la même journée. Tout à fait. Je veux dire qu'il y avait des modalités de transport permettant d'éviter que tout le monde fût entassé dans ce train-là. J'ai entendu ce matin une des victimes, M. Manga, sur une radio internationale, qui expliquait que dans son train, ils étaient tellement nombreux qu'il est entré dans le train sans ticket. Et lorsqu'il est parti des écarts vers 19h30, n'est-ce pas, sur un Benskin, il n'y avait aucun secours. Donc, il ne faut pas que nous laissions tout cela à la fatalité. Nous avons la capacité, nous avons la possibilité de prévenir un certain nombre de choses. Si nous ne le faisons pas, nous devons nous en prendre à nous-mêmes. Et ce que je voulais dire, le fait de passer le temps aujourd'hui à ergoter sur qui est responsable, qui ne l'est pas, nous devons prendre acte de ce que c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, pour épargner la souffrance à ceux qui ont survécu, pour accompagner les familles endeuillées et pour faire en sorte que ce type de choses ne se reproduise plus. Le Cameroun est en train de chercher des responsables. C'est facile de dire que c'est le ministre des Transports. J'ai entendu dire que c'est le ministre des Travaux publics. Demain, on nous me dit que c'est Bolloré. Quand on aura fini par dire
que c'est X, Y, Z, est-ce qu'on aura réglé le problème de la prévention? Alors, vous me donnez une bonne transition pour parler justement des commissions d'enquête, de la commission d'enquête qui a été mise sur pied par le chef de l'État. Mais d'abord, vous me permettez de dire bonjour à M. Messanga Yamding, professeur Messanga Yamding, qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, professeur, et bienvenue sur notre plateau. Bonjour à tous les copanélistes. Enseignant émérite, vous êtes également enseignant donc à l'IRIC, à Yaoundé. Merci d'être dans la Vous voulez dire membre du comité central? Membre du comité central. J'ai compris que vous êtes un peu apolitique. Voilà, je suis RDPC. Je suis très fier d'ailleurs d'être dans ce parti qui œuvre beaucoup pour que le Cameroun soit stable. Justement, parlons du RDPC, votre président national, qui est également le président de notre pays, Paul Biya, a mis sur pied une commission d'enquête récemment. Et donc, tous les membres sont des membres du gouvernement. Alors, votre analyse de cette commission, je vais vous dire, c'est une commission qui ne fait pas du tout l'unanimité dans la presse. On estime que c'est une commission dépendante. La société civile avait demandé une commission d'enquête indépendante ou parlementaire pour ce qui est du SIF. Alors, votre regard sur cette commission qui a été mise en place, que peut-on attendre aujourd'hui? Bon, c'est vrai que on nous a habitués au Cameroun à des commissions d'enquête qui n'apportent rien. Vous savez, quand vous soutenez le chef de l'État, comme c'est mon cas, et bien d'autres personnalités ici au Cameroun, vous devez l'accompagner avec tout ce que cela exige comme analyse. Ça je voudrais aussi partager toute la compassion. On a vu cet accident et nous comprenons que cette commission d'enquête, si moi je me fie au discours du président de la République, qui est quand même, conformément à l'article 5 de notre Constitution, le garant, je dis bien le garant de la bonne marche des affaires, je crois qu'on ne peut qu'attendre. Parce qu'il y a à la tête de cette commission le Premier ministre, chef de gouvernement, M. Yan Filmon. Maintenant, nous avons un délai de 30 jours. Je crois que si vous avez, et ce qui m'a impressionné, lorsque le président de la République a institué cette commission, c'est que de manière redondante, il a parlé d'enquête approfondie. Vous voyez, 2 fois. 2 fois, ça veut dire que, contrairement à ce que j'ai entendu sur ce plateau, je vais terminer là, l'enquête et mon sentiment est beaucoup plus profond que ce qu'on a dit. Et le rail a fait ci, et le gouvernement est irresponsable. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu des indicateurs. Personne n'a parlé de ça ici avant moi. Avant que le train ne déraille, rappelez-vous, on a vu aux environs de 10 heures, dans les réseaux sociaux, quelqu'un qui annonçait déjà le déraillement d'un train. Vous savez, moi je suis politologue et juriste, mais je suis un géostratège et j'ai pour mission, en dehors de la dimension politique, d'analyser et de prévenir. Et moi, en tant qu'analyste, je me pose la question, comment pouvait-il imaginer avant qu'un train peut chuter, peut dérailler? Et avant ça, dans les mêmes réseaux sociaux, personne ne veut le dire ici, on a vu qu'on nous a annoncé un avion qui brûlait, un aéroport qui brûlait, des incendies et tout cela. Et je voudrais aller plus loin. Et ça, je vous fais une confidence, peut-être une exclusivité de votre chaîne. Des personnalités, je dis bien des personnalités bien connues, au palais, au Premier ministère, des membres du gouvernement, et beaucoup de Camerounais, et je prends le peuple à témoin, ont véhiculé que le président Paul Biya était mourant, très malade, et qu'il ne pouvait plus venir d'aussitôt au Cameroun. Alors vous voyez, quand vous voyez ce cocktail analytique, inattaquable, vous vous dites quand même, il y a un problème, on a peut-être oublié une seule chose, la déstabilisation par tous les moyens du régime. Donc pour dire pour vous que le déraillement du train le 21 octobre dernier, c'était un complot? Bon, je vous donne encore, je suis démonstratif et très touché. Moi j'ai eu attache avec le sous-préfet et des personnalités qui ont rencontré le sous-préfet de Matom et le préfet. Allez vérifier. Le MINAT a mobilisé l'information indiquant que cette buse
sous le contrôle de Maître Chungan, qui est aussi bien informé, hein, ça, c'est un ami, je connais très bien. Le sous-préfet de Matom a annoncé qu'il y avait un problème de bus. Je le rejoins. Il y a des responsabilités à établir. Donc, quand des gens viennent vous dire que Paul Biya est mourant, même le plus petit vendeur de beignets sait que le président n'est pas revenu parce qu'il est malade. Un gros mensonge. Quand moi j'ai vu le président, et maintenant les gens se déportent vers la gare, comme l'a si bien démontré Maître. Et bien, à la fin, on a dit oui, peut-être la vitesse, je n'exclus pas cela, peut-être la surcharge, je n'exclus pas cela, mais au regard de ce que j'ai démontré avant, pourquoi on ne pense pas à un attentat? Qui nous dit que ce n'est pas ça? Je suis donc de ceux qui pensent que, ayant réuni, et je chute là-dessus, un certain nombre d'éléments, je suis convaincu que des personnes veulent déstabiliser et qu'on n'exclut pas. Je dis entre autres. Et je voudrais chuter. Madame. Allez-y. Vous avez vu que, avant moi, ils ont dit que le président n'était pas à l'église. Moi, j'étais à une messe conviée où il y a eu un communiqué de la présidence de la République invitant les musulmans à la mosquée vendredi à 13h, les protestants dans les églises protestantes à 16h, les catholiques à l'église catholique, où le président était représenté. Mais le président était représenté à la cathédrale. Non, madame, je vais chuter. Vous allez me laisser chuter parce que... Vous voulez chuter depuis... plus d'une minute. Vous pouvez le dire, mais je veux vous exprimer aussi quelque chose. Oui, allez-y. Je vous en prie, monsieur. C'était monsieur Tanque, c'était monsieur Wafo, c'était monsieur Chungan, c'était le consultant expert, mon ami Edmond Kamia. Vous voyez, regardez un peu le casting. Dès le départ, je devais intervenir, vu mon rang, vu ma position. Donc, vous voyez, donc si je prends quelques temps, parce qu'ils ont dit trop de bêtises pour certains, je prends mes responsabilités. Et ils ont aussi évoqué non seulement l'absence du président à la cathédrale, mais il n'était pas, mais je vais vous montrer à la cathédrale. Je suis à l'heure. Il n'était pas à la cathédrale. Je vous en prie, est-ce que vous pouvez... Allez-y, rapidement, oui, on reviendra. Heureusement que je reprendrai la parole. Vous allez reprendre la parole justement. Cette question, vous avez dit, ils ont dit le président. N'est-ce pas? Ce sont les mais est-ce qu'ils vous ont dit un seul instant qu'aucun opposant au régime n'était à Ezeka au moment? Très bien, on reviendra dans la donc on reviendra. C'est une construction Jean-Robert Wafo qui devrait nous amener à pleurer plutôt le Camerounais. Je vous en prie. De manière solidaire, et de fustiger le président. Je vous en prie, merci monsieur Msanga Mding. Je vous en prie, monsieur Jean-Robert Wafo. Alors, je voudrais qu'on reste un peu sur cette commission-là, parce que vous avez fait une déclaration pour le compte du SDF, votre parti, dans laquelle vous étiez complètement remonté après donc la désignation de ses membres. Vous estimez que cette commission ne peut rien attendre de cette commission, parce qu'on ne peut pas s'auto-évaluer, c'est le terme qui a été utilisé par vous-même. Alors, votre regard, est-ce que vous pouvez répondre à M. Msanga qui pense que cette commission, c'est une commission qui va... Et que l'opposition n'était pas à Ezeka. Il y avait beaucoup de monde opposition à Ezeka, M. Msanga. Non, il n'était pas. Vous avez la parole. Le premier vice-président du SDF, l'honorable Joshua aussi, était à Ezeka. Bien, il est parti. Madame, attendez. Vous pouvez le laisser. Vous pouvez laisser aller. Je vous en prie. Joshua aussi est parti en hélicoptère. Attendez, je vous donne la réponse. Il a pris après l'accident un hélicoptère seul, sans se soucier des Camerounais qui mouraient. Je voudrais vous dire qu'on a évacué un hélicoptère. Ah bien, merci. Allez-y. Mettez-moi de l'idée, j'ai dit bien. Mais il était dans le train. Je vous en prie, monsieur Nyamding. Monsieur Nyamding, s'il vous plaît. Non, il n'était pas dans le train. On l'a reçu dans ce plateau, il n'était pas dans un train. Il n'a pas d'information. Allez-y. Il n'a pas Sur la commission d'enquête, je vous en prie. Il est totalement déconnecté de ce qui s'est passé là-bas. Allez-y. Bon, c'est tout. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que cette commission d'enquête, pour moi, c'est une camerounaiserie de trop. Parce que j'estime pour ma part qu'on ne saurait s'auto-enquêter. À partir du moment où ce drame concerne, à partir du moment où ce drame implique certains membres du gouvernement, certains départements ministériels, je ne trouve pas pourquoi on n'a pas accédé à la demande de la création d'une commission d'enquête indépendante, ou alors à la création d'une commission d'enquête parlementaire, encore que le RDPC dispose d'une majorité obèse et mal acquise au Parlement. Mais de quoi avez-vous peur? Vous avez même peur de vos propres députés? Alors que vous êtes majoritaire? Non, je crois que ce n'est pas sérieux, parce qu'il n'est pas exclu. Il n'est pas exclu que la solidarité entre camarades du même parti prévaut dans le rapport... Prévale. Que la solidarité, oui, prévale. Oui. Ça, il n'y a rien à faire. Oui, merci. Bien dit. Donc, que la solidarité prévale.
M. Nyamni Metsanga. Allez-y, je dirais qu'il n'est pas exclu que la solidarité entre camarades du parti, du même parti, n'est-ce pas, du RDPC, puisque tous les membres de cette commission d'enquête sont du RDPC, n'est pas exclu que cette solidarité prévale, n'est-ce pas, sur le rapport de la commission d'enquête. Tout comme il n'est pas exclu que des règlements de compte transpirent de ce rapport. Donc je pense qu'on n'a pas, dans un pays normal, la France par exemple, que M. Nyamdi Metsanga aime bien citer, il y a quand même le bureau enquête et accident. Non, il y a quand même un bureau enquête et accident. Ces membres de la commission d'enquête, c'est des experts? Très bien. Alors, Edmond Kamdia, c'est des experts? Essayez de me dire. Merci. Edmond Kamdia, est-ce que cette commission d'enquête, finalement, est importante? Maître Charles le disait tout à l'heure, on passe peut-être le temps à rechercher les responsabilités, qui est responsable, qui devrait faire quoi. Est-ce que, finalement, la commission d'enquête, elle a sa place? Est-ce qu'il faudrait forcément chercher à savoir qui devait faire quoi? Ou plutôt chercher à savoir comment est-ce qu'il faut faire pour que ce genre de choses n'arrive plus? D'abord, il fallait effectivement qu'il y ait une commission d'enquête. Mais la commission d'enquête, telle qu'elle est composée, ne peut pas satisfaire les Camerounais au niveau de la crédibilité des résultats, des conclusions auxquelles on peut parvenir. Parce qu'elle est constituée essentiellement des membres du gouvernement. Il aurait été souhaitable qu'on mette sur pied une commission d'enquête indépendante. C'est-à-dire une commission d'enquête composée de représentants de plusieurs institutions. C'est-à-dire, s'il y a des membres du gouvernement, qui est également des membres de l'opposition, de la société civile et des experts indépendants. Même s'il est précisé dans le texte du président de la République que cette commission peut faire appel à l'expertise nationale et internationale pour... Vous savez, ce n'est pas la même chose, ça ne signifie pas la même chose. Le fait de faire appel à toute ressource indépendante pour intervenir, pour avoir son mot à dire sur la question, est totalement différent du fait d'être membre même de la commission. C'est deux choses différentes. Entre être membre et consulter quelqu'un qui donne essentiellement son avis. Donc il fallait effectivement... Puisque vous pouvez ne pas tenir compte de l'avis... Tout à fait, on peut ne pas tenir compte de l'avis des experts. Donc il fallait absolument une commission d'enquête indépendante ou alors une commission d'enquête parlementaire, comme l'a dit Jean-Robert Wafo tout à l'heure, pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que, en ce qui concerne la commission d'enquête parlementaire, c'est le rôle du Parlement de contrôler l'action du gouvernement. Le gouvernement ne peut pas être jugé parti, il ne peut pas s'auto-évaluer, il ne peut pas s'auto-enquêter. C'est principalement les députés, dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire, et j'espère que cette commission aura lieu, parce qu'ils ont cette initiative-là, les députés. Ils ont la liberté de mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire. Je souhaite que les députés fassent leur travail à ce niveau-là. Mais également, je pense qu'il aurait été souhaitable qu'il y ait effectivement une commission d'enquête indépendante, parce que le passé, vous savez, on tire les leçons du passé. Dans ce pays, on a mis de nombreuses commissions d'enquête pour beaucoup d'autres cas et beaucoup d'autres sujets. Ça n'a abouti à rien. Ça n'a abouti pratiquement à rien. On ne sait pas, par exemple, quels sont les résultats de la commission d'enquête sur l'assassinat des prêtres au Cameroun, de Yves Plumet en 20. Ils sont nombreux, José Mbassi et autres. Que s'est-il passé? Quels sont les résultats de cette commission d'enquête? Je le dis de bonnes sources, parce que je suis en relation avec les membres du clergé. Ils s'interrogent, ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Ils n'ont aucune réponse sur l'assassinat des prêtres au Cameroun. Et donc finalement, cette commission il y a d'autres commissions d'enquête sur d'autres la catastrophe de Sam. La catastrophe de Sam. De Banga Pongo. Banga Pongo, il y en a plein. Et donc peut-être finalement cette commission d'enquête n'était pas importante. Et je vais vous dire, pour terminer sur ce point précis, il y a un ancien Premier ministre au Cameroun qui a donné dans le passé, en 90-91, une interview à Jeune Afrique Économie. Ce Premier ministre vit encore au Cameroun. Il s'appelle Sadou Ayatou. Il avait donné une interview à Jeune Afrique Économie pour dire que lorsque le gouvernement crée une commission d'enquête, c'est pour noyer le poisson. Maître Charles Tungan, votre avis sur cette commission d'enquête? Vous le disiez tout à l'heure, ce n'est peut-être pas le moment de chercher qui a fait quoi. C'est un problème de mission, des missions de cette commission que vous ne... Tout dépend de l'analyse de la commission d'enquête et de ce qu'on recherche. Je veux rappeler qu'à l'heure actuelle, il y a 3 commissions d'enquête. Peut-être un peu Il y a une commission d'enquête judiciaire qui a été créée par le procureur général pour la cour d'appel du centre. Cette commission d'enquête judiciaire elle est en train de travailler. Il y a une commission d'enquête technique interne à Camraï qui a été créée et dont les résultats, n'est-ce pas, seront connus. La commission d'enquête créée par le président de la République est une commission d'enquête essentiellement politique et dont les résultats sont attendus de mon point de vue, du point de vue politique. Je ne m'attends pas qu'à la fin du mois,
on me dise que l'ingénieur de Camrail, n'est-ce pas, a oublié de serrer tel vis, n'est-ce pas, de tel wagon. Comme ça, dans quelle politique moi, je m'attends qu'à la fin du mois, le président de la République prend acte des défaillances constatées au niveau, n'est-ce pas, de la structure qui pilote, n'est-ce pas, tous ces secteurs. Et qui procède au remplacement. Et qui procède aux sanctions idoines. Exactement. C'est cela que j'attends. Ceux qui s'attendent à ce que les techniciens aillent dire que le boulot n'est pas parvenu de Chine ou d'Afrique du Sud, parce que finalement, mais peut-être qu'on doit passer par là pour prendre les décisions. Ces wagons-là, j'ai entendu un responsable de Camrail dire que finalement, ça avait été acheté en Afrique du Sud. Allez voir. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que il faut que derrière, n'est-ce pas, ce qui vient de nous arriver, il y ait des responsables. Ceux qui sont en charge de la gestion des secteurs doivent rendre compte. Et la meilleure façon de rendre compte, c'est d'en payer le prix. Il n'est dit nulle part que ceux qui sont là aujourd'hui sont les meilleurs Camerounais pour assurer la gouvernance de ce pays. Mais que pensez-vous quand même de la réaction des partis politiques de l'opposition et de la société civile, par exemple, qui estiment qu'on ne peut pas s'auto-enquêter? Pas s'auto-enquêter. Madame, moi, cette polémique... C'est une polémique. Pour moi, c'est une polémique. Cette polémique n'a pas lieu d'être parce que ceux qui veulent savoir savent. Nous savons aujourd'hui que nous n'avons pas la capacité technologique pour essayer d'enlever ces wagons qui sont tombés dans le ravin. Et qu'il y a certainement encore des morts sous ce train-là quelque part. C'est un scandale, monsieur le bâtonnier. Donc, par conséquent, c'est un scandale. Donc, par conséquent, ceux qui veulent savoir savent. Le professeur Nandine parlait tout à l'heure des bus. Voyez-vous, c'est en matière de travaux publics, c'est un peu comme le carottage. Vous parlez de carottage, les gens savent pas ce que c'est. Ce sont des techniques pour vérifier, n'est-ce pas, la vestitude des routes. Mais enfin, quand un bus s'effondre, il y a bien un responsable. Vous n'allez pas dire que la bus s'est effondrée toute seule, elle n'a pas vieilli. Il faut qu'on trouve les responsables. Et il faut que les responsables soient sanctionnés. Le problème dans ce pays, c'est qu'en réalité, lorsqu'une catastrophe arrive, on bavarde beaucoup. J'ai dit beaucoup d'émotions. C'est vrai que le nombre de morts, la violence, n'est-ce pas, de l'attaque à la morale publique est telle que tout le monde est abasourdi. Mais nous devons nous réveiller et dire que pour que ça n'arrive plus, il faut qu'on indique qui sont les responsables et qu'on les sanctionne. Alors, vous en arrivez qu'on les sanctionne non seulement politiquement, mais s'il y a lieu judiciairement. On ne peut pas continuer à perdre des vies comme ça et dire qu'on passe par perdre les profits. J'ai vu sur les antennes depuis 10 jours, parce que je me suis tué, je prends la parole pour la première fois, les gens ne se pas se préoccuper des indemnisations. Mais enfin, avant de se préoccuper de savoir à qui il faut donner de l'argent, il faut d'abord qu'on identifie quels sont les responsables de cette catastrophe. Maître Jean Dugan, avant de vous retirer la parole, vous qui avez peut-être l'habitude des enquêtes et de tout ça, 30 jours, c'est notre polémique qui est née, on s'est dit 30 jours comme délai pour une enquête aussi importante, c'est peut-être bien peu. Mais elle n'est pas importante, on aurait pu trouver les responsables en 24 heures. Ah, selon vous? En 24 heures. C'est pas... Écoutez, arrêtons de réinventer la poudre. C'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué de trouver qui est responsable d'un accident de circulation. C'est parce que c'est un accident de train que c'est plus compliqué. Quand vous surchargez un train comme celui-là, quand vous le surchargez, les ingénieurs doivent pouvoir nous dire si la capacité du train au départ de Yaoundé était susceptible d'arriver, n'est-ce pas, dans ces conditions-là à Douala. Ce n'est pas compliqué. Quand je discute avec les ingénieurs, ils me le disent. Quand j'ai discuté avec les ingénieurs sur le problème de la buse, ils l'ont dit, et on l'a vu, qu'en 24 heures, c'était réparable. Très bien. Alors, Route d'Afrique a réparé la buse en 24 heures. Ça veut dire que c'est possible. Nous avons la technologie nécessaire. Nous avons les ressources humaines nécessaires pour entretenir nos routes. Si on a pu le faire en 24 heures, c'est qu'on aurait pu le faire avant. Alors, autre chose, je reviens à vous, Monsieur Jean-Robert Wafo. Permettez-moi de saluer un autre panéliste qui nous a rejoint. Bonjour à vous, Monsieur Rudolph Mbimbe. Bonjour Madame Bidjaga. Vous êtes coordonnateur, vous avez été coordonnateur de la prévention et gestion des catastrophes dans une importante société de la place qui est donc spécialisée dans le domaine du pétrole. Avec-vous à revenir sur la question justement de la gestion de cette catastrophe ferroviaire, parce que c'est un sujet qui est également revenu dans la presse cette semaine. On a beaucoup parlé, peut-être pour le dénoncer, de la gestion qui a été faite de cette catastrophe, peut-être la pré-catastrophe. Alors, vous qui êtes expert dans le domaine, c'est un terme que j'aime et que beaucoup d'entre vous n'aimez pas, comment est-ce que vous analysez ou alors vous appréciez la gestion qui a été faite de cette catastrophe, déjà les quelques heures ou les quelques instants qui ont suivi l'accident?
Bien, je souhaiterais présenter les condoléances aux familles éprouvées, endeuillées. Plusieurs destins sont brisés. Plusieurs vies sont impactées à jamais. Et rien ne sera plus jamais comme avant pour ces familles. Et comme nous vivons encore les conséquences de ce drame-là, il serait peut-être bien que la passion dont a parlé Maître tout à l'heure, nous puissions l'atténuer en respect pour ces morts et pour ces familles éprouvées. Bonjour également à tous les panélistes. Bien, je me sens en général à l'aise lorsque je parle de prévention, parce qu'on dit prévenir vaut mieux que guérir. Et si nous regardons le temps, l'énergie, les moyens humains, matériels dépensés depuis que cette catastrophe a eu lieu, c'est incommensurable. Parce qu'une catastrophe, on ne connaît jamais les conséquences. Il est difficile de les évaluer et de les chiffrer. Par contre, lorsqu'il faut prévenir, on sait combien ça coûte et on sait comment le faire. Alors, puisque vous m'avez posé la question sur la catastrophe, il y a effectivement des méthodes qui existent pour gérer une catastrophe, pour atténuer les conséquences et l'impact d'une catastrophe. Pour ce faire, il faut se préparer. Et on peut se préparer de manière très simple lorsqu'on est une entreprise, et je dirais même à l'échelle nationale, et pour revenir à une échelle plus petite qui est la cellule familiale. Et il serait bien que de temps en temps, lorsqu'on est avec les enfants à la maison, qu'on puisse leur dire, s'il y a un feu de gaz, voilà ce que vous faites. S'il y a un feu électrique, voilà ce que vous faites. Et ça prépare déjà les gens à la prévention et à la réaction en cas de catastrophe. Au niveau d'une entreprise, ce qui est important, c'est que l'entreprise puisse identifier quels sont les scénarios catastrophes. Les anglophones l'appellent worst case scenarios. Dans mon activité, dans mon business, quelles sont les pires choses qui puissent arriver? Quand on les a identifiées, on commence donc à travailler sur comment faire en sorte que ça n'arrive pas. Et si jamais ça arrive, ça nécessite donc une organisation derrière. Quand vous connaissez le scénario, vous allez par exemple faire des exercices de simulation avec des rapports pour voir quelle est votre capacité à réagir si jamais la catastrophe que vous voulez éviter arrive. Dans le cas qui nous concerne, c'est-à-dire l'accident ferroviaire des Écales, est-ce que vous avez l'impression, quand vous observez tout ce qui s'est passé après, que l'entreprise, puisqu'on parle des entreprises, était préparée à une catastrophe, à un accident comme celui-là? Je ne voudrais pas être sur le plateau pour juger l'entreprise ou alors l'évaluer, mais je comprends très bien votre question. Ce qui est bien quand une catastrophe arrive, c'est ce qui est dit et fait dans les premières heures qui suivent la catastrophe. Parce que quand on a une catastrophe, il faut pouvoir communiquer et communiquer de manière adéquate. Lorsqu'on ne le fait pas, on est exposé à tout. Les réseaux sociaux prennent le relais. Et au moment où on veut revenir au devant de la scène, c'est difficile parce que tout a été dit, et ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Donc c'est difficile pour vous de revenir au devant de la scène pour essayer de rattraper ce qui est rattrapable. J'ai vu une image dernièrement qui présentait le président d'un grand groupe automobile mondial qui a eu un certain nombre de problèmes et qui a pris une image en couvrant, je crois, un tissu, en habillant une voiture pour qu'on ne voit pas la marque. Et il a baissé la tête, une manière de dire « pardon, excusez-moi ». Donc, en termes de gestion de crise, les premières choses, c'est la communication. Il faut tout faire pour sauver les vies. Parce que une vie de perdu, c'est une vie de trop. Donc, on doit être capable de réagir, de pouvoir se déporter sur le lieu, de pouvoir sauver rapidement les personnes
qu'on peut sauver, de pouvoir informer les familles, de pouvoir mettre en place une cellule de crise, de pouvoir mettre des espaces d'accueil et donner les informations, ne serait-ce que préliminaires. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes. Maintenant, on a vu que dans ce cas précis, les réseaux sociaux ont pris un peu le dessus et tout le monde a dit tout ce qu'il voulait dire, comme il voulait le dire. Pour ça, mais quand on écoute justement la réaction de M. Rudolph... Si vous pouvez permettre que j'apporte une dernière précision, parce que je vous ai dit que je suis passionné quand je parle de la prévention. En termes de prévention, nous avons ce qu'on appelle la pyramide des accidents. Et la pyramide des accidents qui nous donne techniquement ce qu'on appelle les indicateurs réactifs et proactifs. Mais statistiquement, il est démontré que pour qu'on ait un accident mortel ou pour qu'on ait une catastrophe, il faudrait qu'on ait enregistré à peu près 30 000 situations dangereuses, comportements dangereux. C'est un peu comme les feux de signalisation. Vous passez du vert à orange et puis au rouge. Donc, il y a des indicateurs qui, à un moment donné, doivent pouvoir vous amener à prendre les dispositions pour que ça n'arrive pas. Naturellement, il faudrait que ces indicateurs soient suivis et traités comme tels. Pour ça, je disais, quand on écoute les précisions, les éclairages de M. Rudolph Nieder, on a l'impression que, on revient à cette question, cette catastrophe aurait pu être, on aurait pu l'éviter malgré tout, et peut-être que Cambraille, je veux le dire, n'a pas été assez vigilant pour que ça n'arrive pas. Cambraille, peut-être le gouvernement, puisque tout est parti quand même de la rupture de la buse à Maniaï. Vous avez raison, madame. Et je partage tout à fait, je partage totalement le point de vue de l'expert. Prévenir vaut mieux que guérir. Et sur ce point, gouverner, c'est prévoir. Vous savez, moi je suis d'une aile progressiste et rénovatrice dans mon parti, le biaïsme, qui est très mal géré. Et je suis d'accord que je comprends pourquoi les Camerounais et nos adversaires politiques sont sceptiques. Parce que pour garantir la régulation au sein d'un État, à l'effet d'éviter ce type de catastrophe, il faut gouverner, c'est prévoir. Donc il faut une fois de plus prévenir. Malheureusement, je veux faire constater quand même que au sein de mon parti, au sein de ce gouvernement que moi je soutiens, il y a beaucoup de lacunes. Regardez, il y a la règle de 3. Lorsqu'on gouverne un État, personne ne peut y échapper. La maîtrise de la régulation, 1, c'est les hommes politiques compétents, disponibles, avec un état de service crédible. Mais qu'on met en avant? Est-ce que cela est suffisamment fait? Actuellement, non. On a des gens qui viennent de partout, ils vous disent qu'ils sont du RDPC. On a même des gens qui ne sont pas avec nous à la présidence de la République, au gouvernement, au premier ministère, qui ne sont pas du tout et qui ne partagent pas notre idéologie. Vous ramenez toujours tout à votre parti. Ah, vous ne voulez pas que j'analyse? Non, 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 allez-y. Mais je vous dis que ceux qui me suivent, vos téléspectateurs, je crois qu'ils jubilent. Laissez-moi vous faire des analyses inattaquables. Et ce premier point, je le reconnais, il donne chaque fois l'opportunité au AFO et à mon ami Tchungan de nous taper dessus, parce que ceux qui nous représentent sont faibles et deviennent ministres et militants, DG militants, ils n'ont pas toujours la disposition réelle pour accompagner le chef de l'État. Deuxième point, il y a la dimension administrative. On a une administrative corrompue, une administration corrompue. Mais écoutez, quand vous voyez des Camerounais douter, d'abord, les fidèles sont mis de côté, et ceux qui sont dans l'administration ne représentent pas la dynamique politique. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez? Les Camerounais vont donc douter maintenant et se disent qu'effectivement, il n'y a pas de commission d'enquête. Pourquoi? Parce que quand vous voyez même la gestion au quotidien de certains départements ministériels, c'est le frère, c'est la sœur, c'est l'oncle, c'est le cousin. Et au-delà de ce fait même, prenez tout simplement la politique des marchés publics. Parfois, je vous dis, et je prends mes responsabilités en tant que membre du comité central, nommé par le chef de l'État, je jouis de sa confiance politique.
80% de ces marchés politiques, de ces marchés publics sont effectués par les proches parents, amis, femmes, épouses, tontons, cousins du ministre. Donc vous comprenez donc que je fustige là la dimension administrative. Je dis qu'il y a la règle de 3. La dimension politique, la dimension administrative. Enfin, le dernier point, c'est la dimension spirituelle pour gouverner. On a bien dit gouverner, c'est prévoir. Quand vous avez un pays où, écoutez, il y a certains événements qui choquent. Ne banalisons pas cette dimension spirituelle. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui nous parle? Quand vous avez un pays où on a vu tous les francs-maçons du monde se réunir à Douala. On a vu même un membre du gouvernement en fonction faire le protocole. Vous croyez que Dieu est content? Merci. Donc vous voyez que vous me laissez pas terminer. Donc je voulais vous dire que on reviendra à vous. Cette dimension spirituelle qui nous fait défaut aujourd'hui devrait effectivement, et moi je fais confiance au président de la République, tout en me réjouissant qu'il soit revenu. Paul Biya est là. Moi j'ai toujours dit que tant que Paul Biya est là, il y a espoir. Moi je peux dans ce sens dire que l'enquête en question peut donner quelque chose, même si quelque part dans le passé, certains ne nous ont pas apporté la preuve qu'on peut croire à ce que font parfois ceux qui ont le pouvoir de décision et les positions de pouvoir. Merci à vous, Monsieur Rudolphe Biben, d'être venu sur notre plateau et pour tous ces éclairages. Alors, vous voulez réagir, mais avant, je voudrais, puisque le temps passe très vite, qu'on s'intéresse à cette question des indemnisations. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Maître Charles Toungan, des indemnisations et des dédommagements. On a appris avec cette catastrophe que, par exemple, le Cotima ne prenait pas dans sa globalité, ne tenait pas en compte des accidents ferroviaires. On ne sait pas comment ça va se passer et qu'on devait peut-être s'appuyer sur le code civil pour que ces victimes aient réparation. Alors, quel conseil peut-on donner aujourd'hui à ces victimes-là? Comment est-ce qu'elles doivent procéder? Il faut peut-être que je précise que depuis la fin de la semaine, Camrail a entrepris de remettre 1,5 million à chaque personne qui sera, aux familles des proches, aux familles des personnes décédées dans cet accident. Dans quel cadre est-ce qu'on devrait placer cet argent que va recevoir ces victimes? Ce sont des frais funéraires. C'est pas de l'indemnisation du tout. Ce sont des frais funéraires et je trouve que c'est une bonne chose. Il ne faut pas non plus aussi cracher sur tout ce qui est fait. Ce sont des frais funéraires sur le plan de la responsabilité. Il faut noter que le régime des assurances ne crée pas à la charge de Camrail une assurance obligatoire, comme c'est le cas pour les voitures, par exemple, etc. Donc, par conséquent, on se retrouve là dans le domaine de ce qu'on appelle le droit commun de la responsabilité, c'est-à-dire l'article 182 du Code civil, qui en fait a un avantage pour les victimes. C'est-à-dire que la réparation en cette situation doit être intégrale. C'est-à-dire, moi j'ai entendu beaucoup d'experts sur vos plateaux dire qu'il fallait que l'État vienne intervenir, qu'on devait choisir des magistrats dédiés. Non. Nous ne pouvons pas en même temps défendre l'existence d'un État de droit et en même temps demander au gouvernement d'aller tout faire. Ce que je suggère, c'est que les victimes, n'est-ce pas, recourent à l'expertise. Donc chaque victime des avocats. Pour, n'est-ce pas, essayer d'obtenir réparation. Et si ces victimes peuvent se regrouper, c'est tant mieux, même s'il n'y a pas encore chez nous d'action collective. Moi, je pense qu'il est possible, compte tenu du fait que le nombre de responsables est réduit. De toute façon, il est clair que nous avons en premier chef Camrail. Ensuite, nous avons l'État. Parce que la responsabilité de l'État viendra peut-être par ricochet du fait de l'abus, n'est-ce pas, qui s'est rompu et qui a provoqué, n'est-ce pas, derrière l'accident de train. Donc du point de vue de la responsabilité, il n'y a aucun souci. Il suffit de demander aux Camerounais de faire confiance aux avocats compétents et de faire attention aussi, parce qu'il ne faut pas non plus que des avocats, n'est-ce pas, utilisent le malheur des populations pour détourner, n'est-ce pas, les fonds destinés à ces victimes. Non, je dis comme le président Herma a dit sur votre plateau, il faut faire confiance aux avocats, aux cabinets expérimentés dans ce genre de situation, se regrouper pour, n'est-ce pas, peser lourd dans la négociation et l'indemnisation qui se ferait, n'est-ce pas, vis-à-vis de Camrail et vis-à-vis de l'État. Mais enfin, je veux dire que... Mais surtout Camrail, maître. Absolument. Oui. En t'empruntant une seconde, nous sommes d'accord. On aurait quand même souhaité, mon cher ami Toungan, voir quand même un monsieur comme Bolloré ici. Et nous poser la question de savoir à quoi a servi même cette privatisation, lorsqu'on sait qu'à une certaine époque, les Camerounais pouvaient prendre le train et arriver jusqu'au Mungo, mon cher maître. Vous comprenez? Et à quoi a servi cette privatisation? Qu'est-ce que M. Bolloré
apporté au Cameroun. Je voulais pas autant de choses. Je voulais pas faire de mise en cause personnelle. Il faut le faire, mais nous savons que... Mais vous avez dit qu'on doit désigner les responsables. Non, c'est un ami, on ne se dispute pas. Non, mais je suis d'accord avec lui. Mais vous comprenez? Peut-être que vous trouvez une émission pour qu'on ouvre le débat sur la privatisation. Et sur Bolloré. Et je voulais en profiter pour dire que l'échec des privatisations au Cameroun est dû justement à ce que tu dénonçais tout à l'heure, s'agissant de la corruption et de la manière dont les marchés tous les niveaux ont été faits. Donc je voulais quand même citer en passant qu'il y a quand même une privatisation dans ce pays qui a marché, on n'en parle jamais. Laquelle? C'est la Socapalm. Ouais. C'est la seule privatisation qui s'est faite à travers la bourse des valeurs, où les Camerounais sont allés acheter, n'est-ce pas, les titres d'action d'une société qui marche. On n'en parle jamais. Enfin, par rapport à la responsabilité, je voulais dire qu'il est temps que s'agissant des catastrophes naturelles, l'on crée un fonds de garantie dans notre pays pour couvrir au premier chef ces catastrophes, comme c'est le cas aujourd'hui dans d'autres pays, s'agissant du terrorisme, où on indemnise d'abord les victimes et ensuite on voit comment faire recouvrer cet argent vis-à-vis, n'est-ce pas, des responsables, afin d'éviter que les victimes ne soient laissées à la merci des prédateurs qui généralement utilisent le malheur des victimes pour s'enrichir. Jean-Robert Wafon. Oui, j'aimerais tout simplement dire qu'il ne faudrait pas que la commission d'enquête se limite sur ce qu'on voit au-dessus. Parce qu'il faudrait savoir si les crédits, n'est-ce pas, étaient disponibles. Parce qu'on sait très bien que vous pouvez avoir, n'est-ce pas, la volonté de faire un projet, mais on vous dit quand même que les crédits ne sont pas disponibles au niveau du ministère des Finances. Est-ce qu'il n'y a pas eu blocage, n'est-ce pas, au niveau du ministère des marchés publics? Tout ça, il faudra que la commission d'enquête soit claire là-dessus. Puis sortir tout cela. Non, c'est vraiment important. Attendez, parlons de la... Non, il peut... On va auditer la gestion de l'État à travers cette affaire. Non, maître, vous ne m'avez pas suivi. Je dis ceci. Les bus, c'est clair que les bus étaient... C'est-à-dire qu'il y avait une défection. C'est-à-dire c'était totalement... Très mauvais état. Mais pourquoi on n'a comme toutes les routes, voilà, pourquoi n'a-t-on pas plutôt changé de bus? Il faut qu'on aille en profondeur, se limiter seulement sur la partie visible. Je crois que ça ne va éclairer personne. Est-ce qu'au niveau de la coordination gouvernementale, est-ce que les crédits étaient disponibles? Est-ce que le ministère des marchés publics n'a pas bloqué, par exemple? Est-ce que... Et c'est pour ça que je parlais du Conseil des ministres qui a un haut lieu d'évaluation et d'arbitrage des conflits entre les ministères. Or, malheureusement, ça fait 7 ans que on n'a pas tenu ça ici. Autre chose, il faudrait également que la commission d'enquête. Il parlait de privatisation. Oui, il est question de revisiter, n'est-ce pas, les termes de la privatisation bradérique qu'on a observé dans ce pays. Il est question, par exemple, de quoi? D'inspecter, par exemple, les identités des véritables acquéreurs de cette caméra-là, parce qu'il y a des prénoms. Il est également question de procéder, il est également question de procéder au chiffrage exact des cessions des parts de l'État au moment de la privatisation. Il est question également qu'on rende public le cahier de charges, parce que le cahier de charges est devenu un serpent de mer qui devait s'occuper des infrastructures, qui devait s'occuper de ceci. Est-ce qu'on devait renouveler la flotte ferroviaire? Est-ce que c'est des questions qu'il faut se poser. Et une fois de plus, je dis ceci, que c'est l'absence de leadership. L'absence de leadership. Est-ce que vous savez, je vais prendre un exemple simple, est-ce que vous savez que le président de la République lui-même, en septembre 2015, a signé un décret sur les salaires des maires? Je dis un décret sur les salaires des maires, signé par le président de la République lui-même. Un an après, ce n'est pas appliqué. Où est donc le leadership? Oui, effectivement, ça m'amène à rentrer, n'est-ce pas, dans le décret qui a été signé par le chef de l'État, le président Paul Biya, le décret qui crée la commission d'enquête. Il y a un certain nombre de choses, de missions qui sont assignées aux membres de cette commission, parmi lesquelles, n'est-ce pas, la nécessité non seulement d'établir les responsabilités afférentes, n'est-ce pas, à ce qui s'est passé sur le terrain, après avoir déterminé la cause. Les causes profondes, la cause de ces accidents-là. On leur demande de proposer toutes mesures nécessaires pour éviter la survenance d'un autre accident à l'avenir. Mais également toute autre mesure qui permettrait, en fait, c'est-à-dire la dernière partie là, il s'agit de proposer toute autre mesure qui permettrait qu'à l'avenir, on n'ait plus ce genre de situation, mais également qu'on puisse faire en sorte que l'avenir puisse être meilleur, qu'il y ait de bons augures par rapport aux autres événements. Monsieur Camille, c'est très simple. Il y a la direction de la protection civile aujourd'hui. On n'a qu'à transformer ça en une agence nationale
pour prévenir. Parce qu'il faut est-ce qu'on a mis les moyens là-bas? Il faut une politique globale. Oui. Donc c'est pas nécessaire d'aller à Ava pour régler ce type de problème. Pour ce qui concerne des responsables, la sanction, elle est politique. Tout à fait. Le décret présidentiel doit derrière Tout à fait. sanctionner les départements qui n'ont pas marché. La liberté n'a de sens que si derrière il y a la responsabilité. On espère qu'au terme de cette commission d'enquête, il y aura des sanctions. Et quand vous lisez même les membres qui constituent cette commission d'enquête, il y a déjà un début de sanction parce que dans un pays normal, dans une commission d'enquête comme elle est gouvernementale, ce qui participe, n'est-ce pas, du présidentialisme préhistorique, normalement, c'est-à-dire qu'il devait normalement, on devait mentionner dans le nom, le ministère des Transports devait être à l'intérieur. Mais le ministère des Travaux publics. C'est pour ça que je dis, la lecture première qu'on fait de cette commission, donc qui transpire de la constitution de cette commission d'enquête, est qu'il y a 2 ministères qui ne sont pas représentés. Tout à fait. Alors que c'est des ministères sensibles en cas d'accident ferroviaire. Il y a des ministères. Non, mais écoutez, monsieur Wafo, vous n'avez rien compris vraiment. Non, attendez, pourquoi le ministre des Transports ne fait pas partie de cette commission? Parce qu'ils ne peuvent pas être juge parti. Ah bon? Vous voyez, écoutez, monsieur Wafo, les téléspectateurs qui nous écoutent. Rien compris. Oh, merci, mais je vais démontrer que c'est vous qui avez encore la tête dure. Je vais vous le démontrer rapidement en une seconde parce que vous verrez que... On va dire un mot avant de sortir. Oui, depuis cette catastrophe, monsieur le ministre de l'Ombre, vous devez vous préparer à gouverner, mais vous n'êtes pas prêt. Tous les Camerounais, oui, j'espère que vous n'allez pas me couper. Tous les Camerounais se plaignent de ce que le ministre des Transports est impliqué. Tous disent que le ministre des Travaux publics est impliqué. Non, c'est la tutelle. Je ne dis pas qu'il est responsable, qu'il soit responsable et impliqué. Alors vous voyez que la première sanction, je croyais que c'était le sens de votre analyse, malheureusement c'était le contraire, c'était de mettre de côté les ministères de tutelle pour établir la responsabilité. Alors maintenant sur ce point, moi je termine sur ce point en disant que on a eu cette catastrophe. Là, je partage votre point de vue, hein, monsieur Wafo et tout le monde ici. Madame Foning, ma camarade, paix à son âme, est décédée suite à un nid de poule qui a renversé sa voiture. Elle en est décédée. Tout à fait. On a dans ce pays le fonds routier. On a dans ce pays toujours décrié cette question de route. Moi, qui suis à Yabassi, vous voyez, vous vous moquez de moi. Lorsque je pleurais chaque jour, les souffrances des Yabassiens. Vous voyez que nous, à Yabassi, nous n'avons pas de route depuis 1960. Mais regardez ce petit pont, comment il allait tout le monde. Je voudrais vous dire et vous démontrer que même lorsqu'on a voulu me tuer à un moment donné à Lonkam, c'est parce que je disais que, oui, mais dans mon camp, hein, bien sûr, bien entendu, c'est parce que je disais qu'on ne pouvait pas avoir à un moment donné un ministre des Relations extérieures, un ministre délégué aux finances, un conseiller spécial du chef de l'État et ne même pas avoir la route. Non, mais ça veut dire que je partage votre point de vue. C'est la politique gouvernementale. Mais je suis un homme politique, moi. Où va l'argent du péage? Où va l'argent du pesage? Je suis d'accord avec vous. Je vous en prie, on sort de ce sujet, s'il vous plaît. C'est pour dire que le président de la République a beaucoup d'ennemis qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision. Alors, je vous en prie, monsieur, merci. On n'a plus que quelques minutes. On a promis de dire un mot sur la visite. Je vous en prie, monsieur Robert Wafo, la visite du président tchadien au Cameroun. On va commencer par vous, Edmond Kamga. Alors, comment on peut analyser cette promptitude du président tchadien, qui était même l'un des premiers à adresser ses condoléances au Cameroun après cette catastrophe et qui est venu juste après la visite du premier ministre tchadien qui était déjà passé avant. Comment analyser cette promptitude du président tchadien? Effectivement, au Cameroun juste après? Il faut analyser dans tous ses contours la visite du président tchadien au Cameroun. Après avoir envoyé son message de condoléances par des canaux habituels, les canaux diplomatiques, il a tenu à venir de vive voix annoncer les mêmes, n'est-ce pas, le même message de condoléances à son frère et ami Paul Biya à Yaoundé. Mais il faut placer cette visite sous un triple plan. D'abord, dans sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, il est venu rencontrer son homologue à Yaoundé
dans le cadre, n'est-ce pas, du prochain sommet. Vous savez, en janvier prochain, Idriss Déby aura terminé son mandat de président en exercice de l'Union africaine. Il va donc passer le témoin à quelqu'un d'autre, à un autre chef d'État qui sera désigné pour le remplacer. Mais ce qui est important par rapport à l'Union africaine, c'est que le Tchad a une candidature à la commission. Pour la présidence de la commission de l'Union africaine. Vous savez que l'Afrique de l'Ouest s'est déjà organisée à travers la CEDEAO pour avoir son candidat, Abdoulaye Bathily, le Sénégalais, qui a déjà été retenu, qui sera candidat. Parmi les autres candidats, vous savez qu'en juillet dernier à Kigali, on n'a pas pu désigner un remplaçant à Madame Kosanzana Dlamini Zuma, parce que les 3 candidats qui compétissaient n'avaient pas obtenu les scrutins nécessaires pour pouvoir être retenus. Donc, l'Afrique de l'Ouest propose son candidat. Idriss Déby propose également un candidat. Quand il rencontre le chef de l'État, Paul Biya, c'est pour qu'il y ait un soutien de l'Afrique centrale derrière la candidature de son compatriote. Ça, c'est sur le plan diplomatique. Il y a également un autre point, la lutte contre Boko Haram. Vous savez que depuis quelque temps, la lutte a changé de phase. C'est davantage les kamikazes qui opèrent, qui font des morts au Cameroun, au Nigeria, au Niger et au Tchad. Il s'était nécessaire que les 2 chefs d'État se retrouvent encore pour pouvoir faire le point et voir dans quelle mesure renforcer le dispositif, n'est-ce pas, de la force multinationale mixte. Et vous savez très bien que les forces tchadiennes, les forces camerounaises sont parmi les forces qui sont les plus percutantes dans la zone. Après avoir affaibli sur le plan conventionnel Boko Haram, il a fallu aujourd'hui que Boko Haram essaye de se battre à travers les opérations kamikazes. Et enfin, il y a également sur le plan de la coopération bilatérale entre les 2 pays. Vous savez que sur le plan économique, et on le disait ici sur ce plateau, en sibylline, il faut le dire, c'est que l'axe Douala-Yaoundé, l'axe routier et même l'axe ferroviaire a un impact sur la sous-région, sur le Tchad, sur la Centrafrique. Et c'était important que le chef de l'État tchadien arrive au Cameroun pour pouvoir également faire le point sur la coopération bilatérale, notamment sur les aspects économiques. Parce qu'il faut le souligner, il souhaite vivement que le chemin de fer arrive jusqu'à N'Djamena. Très bien. Alors, c'est très vrai. Tout à fait. Maître Charles Tchongon, alors après le Premier ministre, le président tchadien vient lui-même, certes, il est venu adresser ses condoléances en personne au président de la République Paul Biya, mais également, c'est peut-être même l'une des raisons principales de cette venue, cette présidence, cette candidature à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Est-ce qu'on peut comprendre que le Cameroun, avec cette fixation, je peux le dire ainsi, compte vraiment, est peut-être le leader dans la sous-région aujourd'hui, de voir le président faire ce déplacement après son Premier ministre, ça veut dire peut-être que le Cameroun compte toujours beaucoup aujourd'hui dans la sous-région Afrique centrale. Il est évident que le Cameroun, en tant que label, c'est un bon label diplomatique. Il est évident qu'avoir le soutien du Cameroun dans la sous-région, c'est s'assurer presque, n'est-ce pas, de l'élection de son candidat. Donc de ce point de vue-là, indépendamment de nos divergences internes, il est évident que lorsque nous nous retrouvons sur le plan diplomatique, nous avons toujours notre aura. Tous les Camerounais portent le drapeau de notre pays très haut. Donc par conséquent, c'est une excellente chose de voir que notre chef de l'État soit consulté par ses pairs pour gérer, n'est-ce pas, l'avenir de notre continent. C'est la raison pour laquelle, lorsque un malheur comme celui qui nous frappe, nous devons laisser de côté nos divergences partisanes pour regarder, n'est-ce pas, ce qui est possible de faire pour éviter que ce genre de choses nous arrive demain. Voyez-vous, beaucoup d'entre nous étions pas loin de la catastrophe. Encore une fois, moi-même j'étais à Yaoundé avec le bâtiment d'exercice. On se demandait s'il fallait rentrer par Baranté ou par Tchan, parce que la route était coupée, et beaucoup d'entre nous pensions même prendre le train en laissant nos chauffeurs faire le tour. Bon, il se trouve que le destin a voulu que ce soit une personne qui aille, n'est-ce pas, périr à Ezeka. Il est important, et au début de mon propos je le disais, qui a peur des morts. N'oublions pas des morts qui ne seront pas identifiés. Le sentiment que j'ai par rapport à cette catastrophe, et par rapport à la tradition des catastrophes chez nous, c'est que nous avons peur de dire qu'il y a eu 100, 200, 300 morts. En bloquant à 79 morts, nous ne disons pas la vérité aux Camerounais. C'est clair, Et nous ne prévenons pas pour l'avenir. Et nous faisons croire qu'il n'y a pas encore des corps qui sont ensevelis dans cette vallée des Écarts. Et je dis que nous devons faire extrêmement attention lorsque nous faisons cette comptabilité macabre en oubliant que certaines, n'est-ce pas,
ne réapparaîtront plus jamais. Parce qu'on les oublié dans cette vallée-là. Alors, le temps passe très vite, mais professeur Msanga-Yamding, je vous propose de réagir sur cette affaire à la CPI pour ressortir. Nous n'avons plus que quelques minutes. Ces retraits, je ne vais pas le dire en cascade, c'est déjà 3 pays, c'est beaucoup quand même qui sont en train de partir. Alors, comment est-ce que vous analysez cette situation aujourd'hui? Est-ce qu'on s'achemine peut-être inexorablement vers la fin de la CPI? C'est peut-être tôt pour le dire. Ou alors, comment comprendre quand même cette réaction des pays africains aujourd'hui qui décident comme ça de quitter cette cour? Alors, 2 réponses. La première, il faut le dire, les Africains en ont marre de voir leurs hommes d'État traîner à la CPI. Alors, ils se disent, pourquoi pas les autres? Vous voyez que tous ceux qui sont allés là-bas sont africains. Or, on sait que dans le contenu des États partis à la Convention de Rome de 1998 instituant la CPI, il y a les crimes de guerre, il y a le génocide, il y a les crimes internationaux, etc. Et contre l'humanité. Or, lorsque nous voyons comment M. Kadhafi est décédé, lorsque nous voyons également les massacres commis par M. Bush, on peut s'étonner que une personnalité comme M. Sarkozy ne soit pas interpellé. Première raison. Deuxième raison, au regard du temps qui nous est imparti, c'est effectivement le fait que la CPI, pour moi, en tant que juriste et en politique, est un instrument de dissuasion. Moi, je suis contre le départ des Africains, quel que soit le cas. Contre le départ des Africains de la CPI? Oui, tout simplement parce qu'on sait quand même que tous ceux qui sont allés à la CPI ont été envoyés par leurs propres États. Je vous dis tous pratiquement. Oui. Bon, et moi, je peux m'étonner en tant que démocrate, progressiste, biaïste, de voir comment est-ce que les chefs d'État africains peuvent renoncer à un instrument qui, après la conférence de la Baule et les processus de démocratisation qui ont amené le pluralisme politique en Afrique, que ces chefs d'État aient donné une garantie internationale que l'État tout-puissant ne massacrerait pas les populations, les opposants, comme on l'entend. Et sur ce point, je pense que c'est pour moi une erreur. Et puis je termine peut-être avec la question de Déby en tant qu'internationaliste. Le président Déby aussi, en plus de toutes les raisons qu'il a évoquées, il y a la crédibilité personnelle du président Paul Biya. Vous savez qu'il joue un très grand rôle. Rappelez-vous, après Nkrumah, certains ont dit, oh mais alors comment il peut le dire? Le président Paul Biya est le 2e chef d'État à avoir mis sur le jeu international une thématique, la place de l'Afrique à la gouvernance internationale, Africa 21, après Africa Most United, qui a fait l'unanimité partout dans le monde. Personne ne doute qu'il faut réformer l'ONU. Et vous voyez donc sur ce point, il est venu aussi auprès du président Paul Biya pour sa crédibilité, en plus du fait qu'il a été le président lui-même de la CAC, souvenez-vous. Oui. Bon, et puis, il y a une solidarité personnelle entre les peuples tchadiens et camerounais au regard de l'affaire de Boko Haram. Pour le compte départ des pays africains de la CPI, M. Jean Boyarfo. Non, mais moi, je suis pour le maintien de la CPI. Hein, ça, il n'y a rien à faire, parce que quand on se rend compte qu'en Afrique, n'est-ce pas, on a des dictateurs qui se transforment. Pourquoi vous voulez m'imiter, M. Wafo? Il donne sa position. Il y a convergence. Quand en Afrique, il y a des dictateurs qui se transforment en bourreaux de leur propre peuple, c'est tout à fait normal qu'il y ait un instrument, comme il a dit, un instrument de dissuasion, une instance de dissuasion. Bon, ben maintenant, ceux qui veulent qu'on sorte, quelle est l'alternative? Encore qu'il faut savoir une chose, le traité de Rome, c'est pas parce que si vous n'êtes pas membre de la CPI que la CPI ne peut pas vous poursuivre. La CPI peut poursuivre tout dirigeant d'un État qui n'est pas membre, à condition que le Conseil de sécurité de l'ONU marque son accord. C'est tout. Donc, parti ou ne pas parti, ça c'est distraire les gens. Les Africains n'ont qu'à créer leur juridiction. Voilà, c'est ça que quelle est l'alternative. Il y a un processus. Vous avez totalement raison. Bon, ben, maintenant, pour la diplomatie avec le président Idriss Déby, bon, c'est clair qu'on a relevé qu'il y a le tronçon ferroviaire qui va de Gaoundé jusqu'à Tchad. Il faut quand même savoir une chose, c'est quoi? C'est que la largeur de nos rails ici, c'est de 90 cm, alors que ce qui est là-bas au Tchad, c'est de 1,30 m. Et puis, deuxième chose, je me demande bien comment on va faire, si c'est la partie camerounaise qui va nécessairement revisiter les normes de ces rails. Et puis, deuxième chose, c'est quand même, on a quand même assisté ces 34 dernières années à eu du côté Cameroun, donc du côté Cameroun, une diplomatie de non-présence, de non-participation et qui ne rayonne même pas du tout.
avec un président de la République qui est absent à presque tous les sommets. Michel, rapidement, un mot sur la CPI, le retrait des pays africains. Vous êtes pour, vous êtes contre? Alors, est-ce qu'il y a une alternative si la CPI doit disparaître aujourd'hui? Je veux d'abord rappeler que le traité de Rome est la conséquence d'une mobilisation, n'est-ce pas, de la société civile africaine et internationale en particulier. Et c'est une revendication des peuples qui a abouti à faire en sorte que l'immunité des hommes d'État dans le monde qui gouverne le monde ne se pérennise pas. C'est vrai que nous étions heurtés à l'immunité, n'est-ce pas, des Américains qui estiment que, comme ils sont les meilleurs pourvoyeurs, n'est-ce pas, des forces onusiennes, on ne peut pas juger leurs soldats, n'est-ce pas, en dehors de leur juridiction. Moi, je note que je suis contre la sortie des États africains pour plusieurs raisons. Parce que je vois les États qui se retirent. Pourquoi est-ce que l'Afrique du Sud? Parce que c'est le cas sud-africain qui a le plus interpellé la communauté internationale. C'est un grand pays. Oui. Et puis, deuxièmement, c'est parce qu'aujourd'hui, le président sud-africain se retrouve dans une situation personnelle très compliquée. Il se trouve dans une situation personnelle très compliquée. Et puis, quand vous regardez l'autre non, mais pas avec la CPI. Non, oui, mais parce que pour les téléspectateurs, il n'est pas porte-à-faux avec la CPI. On ne sait jamais, ça peut revenir. Lorsqu'on voit ce qui se passe avec le Burundi, on voit bien que le Burundi aujourd'hui appartient à sa propre constitution, à ses citoyens. Et enfin, la Gambie. Mais enfin, la Gambie, de qui se moque-t-on? Mais quand on a quand même 9 dossiers sur le cas, le procureur de la CPI est gambienne. Et elle était ministre de la justice de Kagame. Elle a porté les statuts de Rome en tant que garde des Sceaux. Et puis je voulais rappeler qu'en 1981, c'est là où on a installé à Banjul, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc je pense que c'est un très bon exemple, n'est-ce pas, de démocrate que de dénoncer cette CPI. Cela dit, 9 affaires sur 10 quand même à la CPI concernent les dirigeants africains. C'est beaucoup. Et la manière, c'est triste. La manière dont la CPI a managé le cas Barbeau est quand même scandaleux, puisque nous nous sommes rendus compte dans le cadre de cette procédure qu'à un moment donné, même Jean-Pierre Bemba. Absolument, qu'à un moment donné, le dossier du procureur était vide. Le dossier était vide. Que faire alors? On est allé chercher des cassettes au Kenya pour venir soutenir l'accusation contre Barbeau par rapport à la crise post-électorale. Que faut-il faire aujourd'hui? Il faut reformer la CPI et faire en sorte que le Conseil de sécurité n'ait pas le monopole violent de sa saisine. Parce que le monopole du veto. Voilà, les pays qui en même temps ont le droit de veto au Conseil de sécurité sont les pays qui ont le monopole de la saisine obligatoire de la CPI. Et puis j'aimerais ajouter une chose, parce que monsieur Messanganiam a dit que il a cité donc les exemples de Sarkozy et tout. C'est vrai qu'il mérite, n'est-ce pas, aller là-bas, mais il faut également comprendre une chose: l'impunité ne saurait justifier l'absence de justice. Pour sortir, ce sera la dernière réaction. Oui, sur cette question, quand même, il faut dire que les affaires, lorsqu'elles sont portées à la CPI, c'est de 3 façons. D'abord, les États membres, les États partis peuvent porter les affaires devant la CPI. Il y a également la saisine qui peut se faire par la procureure de la CPI, qui est par un tiers impartial. Et il y a également, et ça c'est le plus vicieux, c'est la possibilité pour le Conseil de sécurité de déférer des affaires devant la CPI. Alors que c'est dans ce cadre-là. Alors que tous les membres du Conseil de sécurité ne sont pas États partis à la Convention de l'ONU. Tout à fait. Donc je dis que c'est vicieux parce que c'est notamment les membres permanents qui défèrent les affaires devant la CPI. Et ils défèrent des affaires qui ne concernent pas leur propre pays, mais qui concernent les pays africains. Je dois dire que ce ne sont pas tous les pays africains qui veulent sortir, qui veulent se retirer de la CPI. Je pense au Botswana, par exemple, qui est carrément le porte-flambeau du non au retrait. Et c'est un pays qui se caractérise par des critères de bonne gouvernance, de démocratie. Et on observe bien que la plupart des pays qui se retirent ont des déficits sur le plan démocratique, sur le plan de gouvernance. Je prends par exemple le cas pour Nkurunziza, il a peur de se faire épingler. Pour la Gambie, je dois dire ici, le motif avancé, c'est non seulement ce que M. Nyambi a évoqué tout à l'heure, le cas de Tony Blair, Walker Bush et Sarkozy, mais ils ont dit, et ils ont insisté là-dessus, ils ont demandé, n'est-ce pas, à la CPI de se pencher sur le cas des migrants africains qui meurent dans la Méditerranée. Il n'y a pas eu de suite. Merci à vous. Je vais terminer, s'il te plaît, en une seconde. Il y a une alternative africaine qui s'appelle la Cour pénale africaine. Il y a un protocole qui a été adopté à Malabo. Mais
Ce protocole a besoin encore. Qui la finance? Très bien. On reviendra certainement. Je vous en prie, on va commencer notre débat. C'est un projet, c'est un protocole qui a été adopté. Il y a une alternative possible. Très bien. On fera certainement un débat sur la Cour pénale internationale dans nos prochaines éditions. Merci à vous d'être venu, cher monsieur, maître Charles Chungan. Merci à vous, Jean-Robert Warfo. Merci à vous, professeur Msamayandi, Edmond Kamga et tous ceux qui sont passés sur ce plateau bien avant. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition de Droit de Réponse. Bon dimanche à tous.